بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, voilà, bah, comme je le disais à l'instant, ce soir c'est un cours un peu particulier parce que déjà ça me fait replonger dans dans mes années d'école d'ingénieur en fait. Je sais pas s'il y a encore des gens voilà, de mon école, de ma promo ou de mon école de manière générale qui regardent un peu mes vidéos, mais Inch'Allah, celui-là, je vais vraiment essayer de le mettre sur YouTube parce que c'était un module qu'on avait vu déjà en première année d'école d'ingénieur et qui parlait voilà, un peu de la modélisation économique en fait. D'accord, donc mais bon, on va vraiment essayer nous de simplifier la chose au maximum parce que, déjà vraiment l'équilibre de Nash, est quelque chose qui est, entre guillemets «mathématiquement» pas très compliqué en fait. C'est ce que je disais un peu aux frères avant, c'est que, c'est juste entre guillemets, mettre par écrit le bon sens en fait, le ou même encore plus en fait, même mettre par écrit que être dans l'humanité et être dans le partage et la coopération est toujours une situation favorable. Enfin «toujours» entre guillemets, mais économiquement parlant, est une situation favorable que si chacun, pense à sa pomme en fait. Enfin, si chacun, pense à sa tête, enfin ou, si on veut le dire en termes économiques, si, l'incitation individuelle est, réduite à l'individu. Voilà, ça c'est pour faire un peu «classe» entre guillemets, mais en gros, si chacun pense à sa pomme, en fait, il y a de fortes chances qu'on se retrouve tous dans un chaos général. Alors que si, coopération il y a, on se retrouve dans des situations qu'on appelle l'équilibre de Nash. Pourquoi ce cours aujourd'hui? C'est voilà, c'est un petit cadeau que je voulais faire au frère, Hassan. Voilà, je sais que c'est un machallah, c'est un mathématicien et puis, il est aussi un peu sur voilà, il suit un peu, voilà, nos partages et cetera et ce qui est intéressant enfin moi, ce qui m'avait beaucoup frappé sur l'équilibre de Nash, déjà qui c'est Nash? Donc on va commencer inchallah. Donc il s'agit de John Nash, heu, John Nash, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, d'accord? Il y a un film, sur lui, qui s'appelle Un homme d'exception. Et moi, il m'avait beaucoup marqué déjà le personnage parce que quand on suivait le cours, j'étais parti regarder le film, Un homme d'exception et subhanallah, c'était vraiment très, très marquant, même spirituellement parlant, en fait, parce que c'était quelqu'un finalement qui a été touché par, entre guillemets, ce qu'on appelle une bipolarité ou une schizophrénie, mais vraiment le symbolisme même de sa schizophrénie, en fait, les personnages qu'il imaginait, c'est vraiment les différents degrés de l'âme, en fait. Enfin, ça à l'époque, j'avais pas compris comme ça, mais avec du recul, on le voit, en fait, il a imaginé 3 personnages qui représentent les 3 états de l'âme, en fait et quelque part, comme c'était quelqu'un d'ultra rationnel, en fait, finalement, il ne pouvait imaginer quelque chose qui n'existe pas. C'est toute la discipline des mathématiques, en fait, c'est donner corps à un objet imaginaire, en fait. Et du coup, effectivement, lui, il a poussé vraiment, à mon avis, son enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète, après c'est mon avis. Parce qu'il va vraiment imaginer nafs lawwama, tu vois? Comme vraiment nafs lawwama, nafs mutma'inna et nafs ammara bis-sou'. Ces 3 degrés de nafs en fait, sous différentes formes en fait. Le bref, on va je vais pas parler de ça maintenant, je voulais pas commencer par ça. Mais juste pour vous dire, voilà, que c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup, marqué déjà, voilà, par rapport à ça. Mais c'est aussi, voilà, quelqu'un, dans sa théorie en fait, enfin dans son équilibre du coup qu'on a appelé plus tard l'équilibre de Nash. Heu, Finalement, il disait en fait que si on réussit à coopérer tous ensemble, on est tous gagnants en fait. D'accord? On est tous gagnants, alors que si on décide de se concurrencer et de se faire la guerre, enfin dans une situation extrême de se faire la guerre ou, de jouer la concurrence, à tout prix, finalement même le gagnant ne va pas autant gagner que ce que le perdant a perdu. D'accord? C'est-à-dire que le perdant, il va perdre beaucoup plus que ce que le gagnant va gagner en fait. Et voilà, il réussit quelque part à montrer que le bon sens, en fait, de l'humanité est même économiquement, est beaucoup plus viable, en fait. Heu
Voilà, bah, je sais pas, je sais plus avec qui on discutait là il y a des partis politiques aujourd'hui qui parlent de sortir de l'Europe, par exemple, enfin, pour notre le lien avec l'actualité, sortir de l'Europe, etc. Mais en fait, enfin, enfin, ça sert à quoi en fait? Enfin, parce que ça va juste générer un chaos encore plus que le chaos actuel en fait. Euh, voilà. Donc on va commencer Inch'Allah, voilà, je vais vraiment essayer de simplifier la chose. Comme j'ai dit, la chose elle est vraiment pas compliquée, mais elle est intéressante en tout cas. Et voilà, si on a le temps, parce que je dois pas trop tarder non plus, si on a le temps, j'aimerais bien aussi faire un parallèle avec l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'événement de l'Hudaybiyah en fait. Lors de l'événement de l'Hudaybiyah où effectivement il y a entre guillemets, si on voit ça d'un point de vue stratégique, il y a deux participants à un jeu. Et puis, bah, les Quraysh qui veulent absolument être dans une situation dominante, mais finalement, cette situation de dominance, en fait, qui enfin, ne leur mènera que perte, en fait, et chaos, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment dans un rééquilibrage constant, en fait. Voilà, je ne sais pas si on aura le temps de faire ce parallèle-là, en tout cas, si j'ai pas cette fois, une autre fois, mais on va essayer de voir, du coup, qui est le personnage de John Nash. Et puis la limite aussi, la limite du rationnel, hein, parce que même si c'était quelqu'un de très brillant, effectivement, ces problèmes schizophréniques, même si elles ont, vraiment, moi je trouve que dans ce qui est décrit dans ces problèmes schizophréniques, subhanallah, il y a beaucoup il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de haqq en fait. Après, effectivement, parce que c'est détaché de Dieu, bah, c'est quelque chose qui dépasse en fait l'être humain même. Et du coup, il sait plus gérer, il perd sa hikma en fait, il perd sa maîtrise de soi. Mais voilà, parce que les gens, enfin, entre guillemets, voilà, ils le présentent ça comme voilà, il a perdu la boule, et à la fin de sa vie, il a retrouvé sa raison. Mais enfin, moi, je connais pas quelqu'un qui perd la boule comme ça pendant 30 ans et puis, bah, à la fin de sa vie, bah, non, ça y est, tout va bien maintenant. Non, au contraire, c'est juste, je pense il y a eu un saut, en fait, dans sa conscience et puis qui lui a permis de revenir. Parce qu'en 1994, il va gagner le prix Nobel, en fait, le prix Nobel, de l'économie, en 94. Alors que sa théorie, il l'a sortie dans les années, 40, d'accord? 40, début 50, vraiment la fin des années 40. OK, bismillah. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet parce que voilà, comme ça je me disperse pas trop. Mais voilà, pour connaître un peu plus le personnage, comme j'ai dit, le film Un homme d'exception est très intéressant en tout cas. Du coup, bah, John Nash, bah, c'était un étudiant de l'université de Princeton, d'accord? Et l'université de Princeton, il y a deux personnages phares à l'époque, d'accord? Donc on parle de voilà, 1944, 45, voilà, ces années-là, vraiment fin de guerre. Bah, du coup, on comprend vraiment bah, l'intérêt de comprendre un peu le comportement humain face à des situations critiques. D'accord? Parce que voilà, on est en sortie de guerre, il y a la guerre froide aussi qui s'annonce, etc. Euh, Finalement, il y a ces questions-là, faire la guerre ou faire la paix aussi. Ces questions-là de modèle économique aussi qui émergent. Euh, Et puis, bah, juste une dernière parenthèse je reprends le fil parce que c'est pareil, lorsqu'il gagne, pour moi, c'est ma conclusion. Lorsqu'il gagne le prix Nobel en 94 pour une théorie qu'il a sortie dans les années 40, en 1994, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que l'URSS, avec le modèle communiste, en fait, disparaît, d'accord? Et donc maintenant, en fait, bah, entre guillemets, «le monde capitaliste», bah, peut commencer à dire qu'effectivement la coopération peut être une chose positive. Non, mais en tout cas, ça, c'est comment je le lis, en fait. Parce que c'est pas possible que, du jour au lendemain, le mec, bah, ça devient un génie et puis, voilà, bah, sa théorie, finalement, c'est quelque chose de bien, alors que pendant 30 ans, le mec, il est aux oubliettes, en fait. Heu, pour moi, il y a quelque chose voilà.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Si vous regardez le film Un nombre d'exceptions, enfin, il le montre, mais même sa vie, en fait, voilà, la biographie de sa vie le montre vraiment clairement. Donc, voilà, je commence, si je veux finir. Donc, 1944, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un certain, donc, à l'université de Princeton, il y a deux personnages phares, d'accord? Ben, le premier, c'est Albert Einstein. Albert Einstein qui, voilà, pour ceux qui le connaissent un peu, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui vraiment s'intéresse beaucoup à la métaphysique. Voilà, qui vague vraiment beaucoup dans son imaginaire, dans son imagination, et cetera. Et par contre, un autre doyen de l'université de Princeton, au même moment, c'est un certain John Vandelman. Ce John Vandelman est complètement différent de la personnalité d'Einstein. Lui, il est vraiment, quelqu'un, voilà, qui va vraiment, entre guillemets, même inventer ce qu'on appelle les mathématiques appliquées, d'accord? Donc on voit vraiment l'application, concrète, entre guillemets. Il va développer des choses en termes d'optimisation des processus industriels et statistiques, et cetera. Et tout ça vraiment, on l'a vu en école d'ingénieur, mais vraiment tout ça, aujourd'hui, je peux vous dire en fait que, c'est du faux, en fait. Vraiment, c'est du faux de A à Z, en fait. Vouloir optimiser par une modélisation mathématique, par exemple, je vais jamais finir. Oh là là. Par exemple, tu vois, le premier cours, moi, je me rappelle, le premier cours qu'on nous avait donné pour l'optimisation d'un processus industriel. On nous avait dit, on a un champ, d'accord? On a un champ et on veut cultiver 200 kilos de navets et 300 kilos de carottes. Du coup, on avait appris en fait à modéliser, la combien il nous faut d'engrais. Bon, déjà, on est dans les engrais déjà. Combien il nous faut d'engrais, combien il nous faut de surface en fait, quelle est la surface optimum pour avoir les 200 kilos de navets et 300 kilos de carottes. Mais aujourd'hui, en fait, on sait que en fait, c'est impossible à réellement modéliser en fait, parce que ça dépasse tellement en fait l'esprit humain en fait. Travailler la terre ou travailler, en fait, ça nous dépasse tellement qu'une modélisation c'est même pas qu'elle est fausse, elle est tellement éloignée de la réalité, en fait. Et en plus, elle va à contresens de son objectif premier qui est d'optimiser, la production parce qu'à terme, finalement, tu dégrades tes sols et finalement, au bout d'un moment, tu te retrouves même sans sol, en fait. Sans sol, capable de cultiver. Donc, mais bon, voilà, à l'époque, c'était le début. John Vandelman, il sort des choses comme ça, etc. Voilà, c'est un héros du monde mathématique. On dit oui, il arrive à optimiser des choses pour pouvoir parler mathématiques, etc., etc. Et aussi, il a développé pas mal de choses dans les statistiques. Mais Oui, est-ce que Tfaddal, oui. est-ce que Mhm. modéliser, c'est pas justement vouloir être Dieu? Exactement, exact. Mais franchement, je voulais pas dire, mais en fait, comment on l'appelle? Non, mais comment on l'appelait en fait? Aoudou billah min ghadab billah, on l'appelait le dieu des mathématiques appliquées. Tu vois? Ou enfin, Si je me, si je me vraiment, on le permets, mettait si je me permets, est-ce que je si peux vous nuancer mon regardez des propos? Parce vidéos que sur YouTube, en fait, sur John Vandelman, vous allez entendre vraiment le terme littéral, en fait, qui est utilisé, en fait. Oui, vas-y, je t'écoute, Khaled. là, c'est Hassan qui parle, là, du coup. Oui, Mais Hassan, il faut faire attention aux expressions Dieu, etc. Il les donne vite, hein. Messi, c'est le dieu du football. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein. oui, Il a oui, rien. oui, Mais surtout, en fait, ce qu'il faut faire attention dans ces modélisations-là, c'est surtout qu'est-ce qu'on souhaite optimiser. Parce que oui, eux, ce qu'ils souhaitent optimiser, c'est les profits à court terme. Donc, exactement. nécessairement, en fait, il n'y a pas besoin de mathématiques pour tout saccager si tu veux simplement optimiser les profits à court terme. Déjà, tu n'as pas besoin Exactement. de maths pour ça. Donc, en fait, le problème, je pense pas qu'ils se prennent pour Dieu. Je pense qu'en fait, ils ont compris que Dieu leur a soumis la terre et les choses sur terre. Et que ces choses-là, elles respectent que le soleil, il a un cycle, que la lune, elle a un cycle, que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on a nos mécaniques. Et c'est apprécier le travail de Dieu que d'apprécier ces mécaniques-là. Après, comment on les utilise? Ah, ça peut être pour le bien comme pour le pire. Et effectivement, il faut être prudent et généralement, une modélisation, ça s'accompagne de simulation et d'observation. Et ensuite, il faut un peu d'honnêteté. S'il n'y a pas d'honnêteté derrière, à la fin des fins, est-ce que tu es un homme de bien ou pas un homme de bien? Parce que si tu es un homme de bien, tu vas utiliser ça positivement. Si tu es un homme de mal, voilà. Wallah. Mhm. En fait, En fait, dans l'aspect être Dieu, ce que je voulais dire par là, c'était la modélisation. En fait, c'est surtout, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, c'est que c'est mettre sous contrôle les choses, en fait.
les gens, ils sont rassurés que dans un esprit cartésien, parce qu'ils pensent que c'est une vérité, parce que c'est quelque chose de solide, et encore, comme tu le dis, c'est du court terme, et c'est tangible, parce que les gens Non, sont tangibles et court franchement, terme. l'un des plus grands mathématiciens de l'époque et assez récent, qui a vraiment changé, qui a changé tous les domaines, hein, des nombres à la géométrie, c'est Riemann. Et Riemann, c'est quelqu'un qui a profondément étudié la Bible, qui manquait pas ses prières, qui servait Dieu par les maths. Et, Comme euh, Einstein, hein. et je pense pas que je pense que c'est plus moderne, l'approche moderne qu'on veut. En fait, aujourd'hui, on essaie de tout tourner de tout opposer à Dieu. Ah oui, non, non, On ah non, essaie- en mais je fait, moi, pense je que parlais pas notamment du mathématicien, je parlais, par exemple, quand Jade disait que la modélisation, en fait, pour de oui, mais l'optimisation, de la regarde, modélisation. Newton a modélisé la loi de la gravitation par une petite loi mathématique, et c'est ce qui a permis tous les développements. Exactement, Euh, ouais. on peut pas dire que c'est diabolique. Je veux dire, ça a apporté un bien. C'est l'un des hommes les plus influents de la planète aujourd'hui parce que ses travaux sont utilisés partout. Je veux dire, si Oui, mais aujourd'hui tu arrives à oui, avoir des. après, Faut faire attention, tu vois. oui. Après, ce que tu as dit au départ, Hassan, c'est très juste et je pense qu'on se rejoint tous là-dedans. C'est qu'est-ce qu'on veut optimiser finalement. Et effectivement, parce que dans l'optimisation, la première chose que tu choisis, c'est ton objectif. Et vraiment, ça s'appelle comme ça s'appelle objectif min ou max, tu vois, minimiser les coûts et maximiser le profit. Et généralement, c'est ça l'objectif, d'accord? Et, euh, et déjà là, effectivement, l'objectif, il est déshumanisé en fait quelque part, d'accord? Il est déshumanisé et puis ben, on cherchera finalement à minimiser le coût à tout prix et on cherchera à maximiser le profit à tout prix. Et c'est ce type-là de modélisation, moi, que je parle, en fait, qui est complètement faux, en fait, parce que, encore une fois, à long terme, ça ne tient pas la route. Et encore une fois, ça ne peut absolument pas prendre tous les paramètres, en fait. Parce que c'est pareil, par exemple, ne serait-ce que sur un planning, par exemple, un planning industriel. Ils ont beau sortir les meilleurs logiciels aujourd'hui, enfin, à l'époque, l'intelligence artificielle n'existait pas, mais je suis sûr qu'avec l'intelligence artificielle, c'est pareil en fait. Ils ont beau, à l'époque, c'était SAP, les ERP, etc., etc. Et en fait, un planning, par définition, était toujours faux. Et c'est ça, statistiquement, c'est la seule statistique à 100% qu'on avait en fait. C'était que Bon, le planning est toujours faux. ben, Effectivement, du coup, écoute, non, Jed, ben, là, je normalement, la finis, première chose. Ouais, je pardon, finis, pardon. je te laisse. Juste, je finis, je te laisse. Et c'est pour ça qu'il y a une dame, en fait, qui a inventé, en fait, entre guillemets, qui a imaginé un autre système, mais ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, avec elle, c'est que c'est son humilité de dire, en fait, on a beau vouloir optimiser nos plannings, etc., si on changeait notre perspective de voir les choses. Et dire en fait que finalement on ne maîtrise pas tous les aléas et c'est impossible pour nous de maîtriser tous les aléas et c'est impossible de modéliser tous les aléas et c'est impossible de mettre concrètement mathématiquement tous les aléas. Et donc à partir de là, ben, dire en fait que finalement on, on produit, bon même si on est dans la production, dans l'industrie, etc. Et son modèle, en fait, c'était de dire, en fait, oh ben, on produit pas en flux tendu, comme on appelle, voilà, le flux tendu, vraiment, ben, que finalement, tu es toujours tendu, etc., ni en flux poussé, mais c'est en flux réel, en fait. Et vraiment, elle a introduit le terme réel, et c'est vraiment très, très fort. Bon, allez, c'est un autre cours, en fait, ce que la dame, Ben, je me permets un oui, dernier totalement, commentaire et puis vas-y. après, j'arrêterai de vous couper, désolé. Mais c'est Oui, juste oui, concernant la modélisation. vas-y. Normalement, un bon cours de modélisation commence par insister et par dire, et par vraiment insister sur le fait que tous les modèles sont faux. C'est la base. De la même façon qu'on sait qu'en tant que croyant, que cette réalité matérielle ici est fausse en tant que projection. C'est seulement une projection de la réalité. Donc nous savons que moi, Hassan, je ne suis pas juste ma chair ici, mes doigts, etc. Je suis une réalité supérieure. De la même façon, mon modèle, en fait, est faux. Et maintenant, la vraie question avec un modèle, c'est jusqu'où je peux l'utiliser. Et à quel point cet outil est viable. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens, malheureusement, se posent mal. Et
Et c'est sur ce point que je voulais assister. Désolé, hein, je te coupe. Non, mais Allez. merci Barakallahu fik. Ben, Barakallahu fik, effectivement, nous, c'était pas le cas, vraiment, tu vois. Nous, c'était pas le cas. Quand on nous apprenait la modélisation, déjà, c'était un truc compliqué, etc. Mais il faut savoir qu'ils avaient tout un laboratoire de recherche, en fait. Notre école, ils avaient tout un laboratoire de recherche d'optimisation et de modélisation mathématique. Et du coup, si nous apprenez ça dès la première année, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Après, oui, je pense que si tu rentrais dans le domaine de la recherche, etc., je pense qu'entre eux, ils se le disaient. Mais en tout cas, nous, on ne nous le disait pas, en fait. Ou en tout cas, voilà, c'était dissimulé, en fait. C'était pas une réalité, en fait. C'était pas une réalité. Vraiment de rentrer en fait dans le domaine avec beaucoup d'humilité en fait. Euh, ouais, on nous apprenait voilà comment du coup le simplex il résolvait ces problèmes d'optimisation, etc. Et puis voilà, c'était beaucoup de matrices, beaucoup de trucs. Et puis voilà, tu as l'impression de voir des chiffres partout, de voir des matrices, de voir des trucs. Bah, tu as l'impression que voilà, le truc il est en béton quoi. Alors que si tu vas réellement dans la réalité, ça te dépasse et ça nous dépasse et ça dépasse même le simplex, ça dépasse vraiment toute la machine en fait. Ah, juste pour te dire, voilà, ce que tu dis, en fait, il y a beaucoup de vrai, mais c'est pas comme ça qu'on présente les choses, en tout cas aux élèves de première année d'ingénieur, d'école d'ingénieur. Euh, Et donc, John Vanderman, en tout cas, ce qu'il a fait aussi autre chose, enfin, une autre chose, et là où va intervenir justement John Nash, c'est que il va écrire le premier bouquin sur ce qu'on appelle la microéconomie, d'accord? Et c'est lui qui va, entre guillemets, inventer aussi ce qu'on appelle la théorie des jeux. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie des jeux? En fait, la théorie des jeux, elle va essayer de comprendre les interactions humaines, en fait. D'accord? Les interactions humaines de transactions, ou alors de relations, ou alors de et finalement, c'est de comprendre, en fait, dans ces interactions humaines, c'est que pourquoi les gens font ce qu'ils font. D'accord? Pourquoi les gens font ce qu'ils font. Après, juste, je voudrais revenir sur la question de Hassan. Le cours aujourd'hui, ça chauffe. Ça, je voudrais juste revenir. Effectivement, on nous avait dit, par contre, la première fois qu'on avait parlé de la théorie des jeux et sur la modélisation, on nous avait dit effectivement que la modélisation n'est pas complètement juste. D'accord, mais c'est comme si, par exemple, il y a pas mal de Parisiens, là, je crois, avec nous aujourd'hui. Ils nous disaient, en fait, c'est comme si, lorsque tu modélises la carte de Paris, avec la carte RATP, en fait, tu vois, des lignes de métro, mais pas Paris, en fait. C'est juste les 14 lignes, ou je sais plus combien il y en a aujourd'hui, tu vois, avec les couleurs. Tu vois, c'est sans modéliser Paris, mais c'est juste modéliser les lignes, en fait, tu vois, les lignes qui s'entrecroisent. Et quand tu modélises en fait et quand tu dis voilà une modélisation de Paris avec les lignes de métro qui s'entrecroisent, en fait tu sais que ce que tu vois n'est pas Paris, mais grosso modo ça te permet de comprendre des choses en fait. Effectivement, on nous l'avait dit ça par contre on nous avait introduit la théorie des jeux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important. En tout cas, j'espère vous montrer à la fin que c'est très important. Parce que dans l'interaction humaine, en fait, la première chose aussi qu'on donne dans un système économique, c'est que l'être humain, il est égoïste. Bon, ça c'est mon terme, mais en termes économiques, ils appellent ça le comportement opportuniste. D'accord? C'est que l'être humain, il a un comportement opportuniste par défaut et tout le temps, en fait. D'accord? C'est que tout aspect de morale ou d'éthique ou de spiritualité, en fait, est à écarter du modèle, en fait. D'accord, effectivement, il nous expliquait que ça, dans la réalité, en fait, c'est faux, en fait. C'est pas, enfin, tous les êtres humains ne sont pas comme ça, n'ont pas forcément un comportement opportuniste par défaut et tout le temps. Euh, mais en tout cas, ça te permet de comprendre quelque chose. Et là aussi, vraiment, on pourrait discuter en fait de ça. En fait, vraiment, voilà, là, on est en plein milieu du XXe siècle. Ça montre en fait vraiment que l'être humain, où est-ce qu'il en est en fait. Qu'on arrive à le modéliser, c'est que l'archétype de l'être humain, c'est l'archétype de l'être humain et l'être humain qui est opportuniste par défaut.
Et on a l'impression, en fait, que finalement, bah, c'est comme ça. Alors que non, en fait, vraiment, lorsqu'on regarde vraiment toutes les sociétés traditionnelles, en fait, quelles qu'elles soient, c'est le comportement de générosité qui fait la valeur de l'être humain. Comme on avait vu la ayah la dernière fois, Inna akramakum indallahi atqakum. Et le karam, d'ailleurs, en langue arabe, qui désigne la personne noble, mais qui désigne aussi la personne généreuse. C'est que ta noblesse, en fait, vient de ta générosité, en fait. Et ça, c'est une réalité effectivement islamique, mais c'est une réalité vraiment à travers les peuples, en fait. Vous étudiez les Amérindiens, vous étudiez les Aborigènes, vraiment, c'est le personnage qui est le plus généreux qui va être le plus considéré, en fait. Et on le voit même dans la poésie arabe anté-islamique. Vraiment des poèmes, ceux qui ont un peu suivi le cours de philosophie du langage avec moi, on a vu notamment les poèmes de Hatim al-Ta'i. Mais pas que lui, pas que lui. C'était vraiment la générosité était une qualité même plus qu'appréciée, célébrée en fait. Mais voilà, ça c'était pour faire la parenthèse. Mais en tout cas, donc pour revenir à John Vanderman, donc il sort le premier livre de microéconomie sur la théorie des jeux. Et comme j'ai dit, voilà, la théorie des jeux, c'est d'essayer de comprendre finalement ben, les interactions humaines et pourquoi les gens font ce qu'ils font. D'accord? Sauf que John Vanderman, en fait, dans sa théorie, en fait, finalement, voilà, il est entre guillemets, il veut trop être cartésien en fait dans son approche. Et du coup, bah, il rajoute des hypothèses qui sont encore, enfin, parce que plus tu rajoutes des hypothèses, bah, plus tu t'éloignes du modèle réel en fait. C'est que finalement, il dit que ce que l'un gagne, l'autre le perd. D'accord? C'est-à-dire que si moi je te donne 5 euros, d'accord? Donc toi tu gagnes 5 euros et moi je perds 5 euros. D'accord? Donc si je te donne 5 euros, toi tu gagnes 5 euros et moi je perds 5 euros. D'accord? Et ça c'est John Vanderman en fait qui le modélise comme ça. D'accord? Donc il y a un vainqueur et un perdant et bah, le vainqueur, il est à +5 et le perdant, il est forcément à -5 en fait. Et c'est ce qu'on appelle, voilà, la somme nulle en fait, des utilités. Chose qui va faire tilt en fait chez notre jeune étudiant, John Nash à l'époque, c'est un jeune étudiant alors que John Vanderma, lui, c'est le doyen de Princeton, et cetera, le mec ultra respecté, ultra bah, pour lui, il va voir les choses autrement en fait. Il va pas dire qu'il y aura une somme nulle des utilités en fait. Et subhanallah, ça nous rappelle quelque part aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, dans une certaine dimension, qui dit Ma naqasa malun- ma naqasat sadaqatun min mal, aw kama qal. Je crois que le hadith il dit ça, en tout cas, je m'en souviens pas. Enfin, si quelqu'un s'en souvient, en tout cas, il peut ou le retrouve. C'est-à-dire qu'une aumône ne diminue en rien ce que l'on possède. Voilà, il y a différentes étapes de compréhension de ce hadith-là, en fait, vraiment, comme tous les hadiths, ils peuvent se comprendre à multiples niveaux. Mais en tout cas, c'est ce que perçoit aussi John Nash, en fait, quelque part. C'est ce qu'il perçoit et lui, à la base, il veut approfondir cette notion des théories des jeux, pas forcément bah, pour quelque chose de positif, mais c'est juste bah, pour que lui-même, en fait, puisse gagner la gloire, en fait, et puisse avoir le respect, notamment de John Van Vandalman, parce que s'il a le respect de Van Vandalman, bah, il gagne la gloire, en fait, de tout le milieu scientifique, mathématique, etc. Et on va voir, subhanallah, enfin, en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui on va le voir. Mais c'est pas grave, c'est un cours, voilà, si on le fait en 2 temps, c'est pas plus mal, je pense. Comme ça, les choses ont le temps de se poser et puis de décanter un peu. Du coup, John Nash va approfondir en fait cette théorie des jeux. Et là, comme je disais à la base, c'est qu'on est en 1944 et finalement, quelque part, c'est important de comprendre le contexte dans lequel se trouvent les personnages pour comprendre leur pensée en fait. D'accord?
C'est pour ça que moi, enfin, je pense que systématiquement, à chaque fois que je sortais, enfin, je vous parlais d'un personnage, j'ai essayé d'expliciter son contexte au maximum. Mais aujourd'hui, voilà, c'est facile. 1944, on sait tous que le monde entier était en guerre. Ou en tout cas, une partie importante du monde était en guerre. Mais finalement, lui, qu'est-ce qu'il va voir en fait? C'est que il va voir que lorsque deux pays décident de faire la guerre, ben, le perdant, lui, il va perdre beaucoup plus que ce que l'autre gagne, en fait, ce que le gagnant gagne. D'accord? Et cette réalité-là, on la trouve pas, en fait, dans la modélisation de von Neumann. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que ce qu'on va perdre quand on perd, lorsqu'on rentre dans une situation de guerre, ben, l'autre ne le gagne pas forcément, ne le gagne pas, en fait. L'autre, il va gagner quelque chose, mais il ne va pas gagner autant que moi j'ai perdu. D'accord? Par rapport et si on compare cette situation par rapport à une situation de paix, d'accord? Si on reste dans une situation de paix, finalement, on est vraiment dans une meilleure configuration et c'est ce qu'il va appeler l'équilibre de Nash après, en fait. Donc il va arriver à modéliser ça, en fait, vers les années 1948-49 et il va dire, en fait, que finalement, dans une situation de guerre, bah, tout le monde va perdre, en fait. Même s'il y a un gagnant et un perdant, mais finalement, tout le monde est perdant. D'accord? Et là, c'est l'image que je vous montre. Et il va modéliser ça, en fait, à travers ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, en fait. Le dilemme du prisonnier, moi, c'est un jeu assez simple, mais qui explique vraiment tout ce- toute cette réflexion-là. C'est que lorsque le juge, en fait, bah, la police arrête deux personnes, d'accord? Et le juge, en fait, il va demander, en fait, il va demander mais à chacun de son côté, d'accord? C'est pas en audience ouverte, c'est chacun à son côté, soit en fait, les deux prisonniers, ils sont arrêtés, d'accord? Et grosso modo, ils ont une peine de, on va dire de 6 mois, d'accord? Donc 0,5, d'accord? Ils ont une peine de 6 mois, mais ils sont suspectés d'avoir commis un crime plus important et pour ce crime plus important, ils risquent une peine de 5 ans. D'accord? Donc là, on a les chiffres 5. D'accord? Donc, ils sont arrêtés pour quelque chose qu'ils ont fait, ils risquent quelque chose, enfin, ils risquent une peine de 6 mois et ils sont suspectés d'avoir commis quelque chose auparavant plus grand ou plus important qui pourrait leur faire subir une peine de 5 ans. Sauf que le juge, il leur dit, alors, si vous dénoncez, d'accord, et chacun de leur côté, en fait, ils sont pas, et c'est important de comprendre ça parce qu'ils sont pas dans un premier temps, ils sont pas dans une situation de coopération. Et c'est ce que va montrer Nash, en fait. Et quand le juge il s'adresse à chacun de leur côté, il leur dit si vous dénoncez l'autre, d'accord, si vous dénoncez l'autre, en gros, on vous fait passer de 5 ans à 2 ans, d'accord? Si vous dénoncez l'autre et l'autre, quelque part, vous dénonce aussi, d'accord? Ben, vous allez avoir 2 ans au lieu de 5 ans. D'accord? Donc le jeu, il est là. Il est, en gros, on est arrêté et puis on risque une peine de 6 mois si tous les deux on se tait, d'accord? Si tous les deux on se tait. Par contre, si tous les deux on se dénonce, ben on arrive à 2 ans chacun parce qu'on va passer de 5 ans à 2 ans. Par contre, si moi je me tais et l'autre il me dénonce, d'accord? Ben, je vais avoir une peine de 5 ans et l'autre, comme il m'a dénoncé, ben, lui, il va rien avoir, en fait. Alors que si lui, il se tait et moi, je le dénonce, ben, lui, il va avoir une peine de 5 ans et moi, je vais rien avoir. Est-ce que le jeu, il est clair là? Oui, oui, c'est compréhensible, Jade. Ok, alhamdoulilah. Et en gros, du coup, voilà, voilà, c'est une situation, entre guillemets, qui va simplifier. Et il va dire, le fait que chacun des deux personnages, en fait, réfléchisse individuellement, bah, quel est l'intérêt, en fait, de chaque personnage à chaque fois? Bah, c'est de dénoncer l'autre.
D'accord? Parce que si, quand vous regardez le tableau, à chaque fois, je me retrouve dans une situation, en fait, que le fait de dénoncer l'autre, ben, je vais toujours me retrouver gagnant, en fait. D'accord? Donc, quelque part, l'équilibre de Nash, il est là, en fait. Il est que tous les 2 se dénoncent et c'est ça ce qu'on appelle une situation d'équilibre de Nash. D'accord? C'est que finalement, si chacun réfléchit individuellement et donc le meilleur cas pour tous les 2 se retrouve dans cet équilibre-là, en fait. Et c'est ce qu'on appelle, si chacun suit, en termes économiques, si chacun suit son incitatif individuel, l'incitation, d'accord? Ça va avec l'incitation. D'accord? Si chacun va suivre son incitation individuelle, parce que chacun réfléchit tout seul, on se retrouve dans une situation où, bah, finalement, tous les 2 ils auront une peine de 2 ans de prison. Et ce qu'explique Nash et ce que l'on comprend. Par contre, si les 2 personnages avaient passé un pacte, et là, la dernière fois, on avait vu aussi la notion d'alliance et la notion de pacte. Si les 2 personnages avaient passé un pacte avant, avant d'être face au juge et puis ils se donnaient comme pacte en fait que tous les 2 ils se taisent et que personne ne dénonce l'autre, ben ils se retrouveraient tous les 2 au lieu d'être dans une situation de 2 ans, si tous les 2 avaient passé le pacte de se taire, ben ils se retrouveraient avec une situation de 6 mois au lieu de 2 ans. D'accord? Et c'est là en fait, c'est là où effectivement l'équilibre de Nash nous dit en fait que la coopération en amont, d'accord, la coopération en amont est toujours favorable en fait, est toujours favorable. Heu, Au lieu de, chacun en fait, comme je disais, au lieu que chacun garde son comportement individualiste et suit son incitation personnelle en fait. Et ça, voilà, mathématiquement, c'est pas une modélisation, de malade, en fait. Si vous faites une courbe, en fait, voilà, si on dessine ce tableau sous forme de courbe, en fait, voilà, c'est 2 lignes qui se retrouvent dans un point d'équilibre, qu'on appelle le point d'équilibre, en fait, et cet équilibre-là, ça va être l'équilibre de Nash. Donc mathématiquement, c'est pas un résultat extraordinaire. Mais ce qui est de l'ordre du génie, en fait, ce que l'on voit ici, ce qui est de l'ordre du génie, c'est vraiment, en fait, arriver à le modéliser quelque part, en fait et c'est ça, en fait, que John Vandelman, en fait, finalement, va mépriser. Il va lui dire: «Mais en fait, moi, j'ai fait des équations, des trucs et cetera, alors que toi, tu viens, tu me montres un truc aussi trivial, c'est un truc aussi banal». Alors qu'effectivement le modèle là que nous donne Nash en fait, est beaucoup plus proche de la réalité. Et vraiment il y a d'autres types de jeux en fait, qui enfin là c'est le dilemme du prisonnier, mais il a sorti d'autres jeux aussi, par exemple si, la recherche du trésor en fait. Si finalement, s'il y a un seul trésor, tu vois, qui a par exemple une somme de 100. Mais il y a d'autres trésors en fait, qui ont une somme de, on va dire de 50. Mais finalement, si on se met tout en fait, il va réussir à montrer en fait, si on se met tous à rechercher le trésor de 100, bah, finalement, on va tous être dans le chaos en fait, d'accord? Parce que le trésor de 100, personne ne va l'avoir. Mais si chacun d'entre nous se met à chercher, le trésor de 50, en fait, bah, tout le monde va ressortir avec le trésor de 50. D'accord? Et il y a plein de jeux vraiment comme ça en fait qui sont, qui voilà, qui paraissent vraiment de l'ordre de la simplicité, en fait, du bon sens, comme j'ai dit, mais il va le montrer mathématiquement que le bon sens est économiquement plus viable et économiquement, plus intéressant. Les choses aussi, bah, qui le montrent, en fait, c'est que, par exemple, bah, quelque chose qui peut nous intéresser, là, par exemple, sur le dilemme du prisonnier, c'est que, finalement, si chacun d'entre nous, adopte un comportement individualiste. Par exemple, dans une situation aussi simple que le fait de jeter ses poubelles dans la rue, d'accord? C'est que moi, je jette mes poubelles dans la rue ou je jette, ma canette ou je jette mes ordures, comme ça n'importe comment, en espérant en fait que les autres ne le fassent pas. Mais finalement, s'il y a
assez de personnes qui vont avoir le même comportement que moi, bah, on arrive au chaos général, en fait. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le danger du bien commun, en fait, en termes économiques. C'est le danger du bien commun, en fait. Ou c'est pareil, quand on arrive aux élections, si tout un chacun, il vote n'importe comment, en espérant que les autres vont voter, vont voter quelque chose de positif, d'accord? Et moi, voilà, bah, je vais voter, n'importe comment. Ben, on se retrouve pareil dans une situation du danger du bien commun, en fait. C'est que moi, je fais n'importe quoi en espérant que les autres ne fassent pas n'importe quoi, en fait. Et là, effectivement, c'est toute la théorie derrière, en fait, bah, finalement, comment est-ce on arrive à pallier à ces comportements, clandestins, en fait? Est-ce que la loi est suffisante? Est-ce que ce qu'on appelle en anglais public shaming, d'accord? Donc la honte publique, d'accord? Avoir une situation où on a honte de faire ça publiquement. Donc quelle est la réelle incitation? Si je peux me permettre, désolé, Oui, j'avais dit que oui, bien sûr, j'avais dit que vas-y, j'allais vas-y, le vas-y. faire, mais subhanallah, ce que tu dis, subhanallah, ça m'a fait penser, si on combinait le modèle de Nash à la maxime de Kant, qui dit agis de telle sorte que la maxime de ton action soit universalisable, subhanallah, on arriverait vraiment à l'équilibre vertueux. C'est-à-dire, Ouais, 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 dans le subhanallah. sens où, tu vois, parce que cette histoire de poubelle, c'est vraiment ça, tu sais, t'es là, tu penses individuellement, mais si tu penses pas en tant que petit Hassan ou petit Jeanne, mais en tant qu'être humain, en tant qu'Abdullah, par exemple, d'accord? Si tu agis comme ça, enfin, si tu essayes d'agir comme ça, c'est vrai que ça change complètement la grille, quoi. Wallah alam. Oui, effectivement, ouais, subhanallah, et c'est vraiment ça, ouais, c'est vraiment ça la chose, en fait, vraiment qui est vertueuse à faire. Cette notion vraiment du bien commun, effectivement, c'est quelque chose qui est très présente aussi, bah, dans la notion de hikmah aussi, coraniquement. Euh, bon, voilà, il me reste à peu près 10 minutes, j'ai un peu avancé. Oui, ce qui est aussi particulier chez John Nash, c'est que cette théorie des jeux, et subhanallah, il faut beaucoup de courage en tout cas, c'est qu'il va écrire sa thèse de Princeton en 27 pages. D'accord? C'est pour ça que voilà, John Vandelman, il va lui dire, mais c'est trivial, c'est n'importe quoi là ce que tu fais. En 27 pages, en fait, et il va utiliser uniquement deux citations. D'accord? Dont une qui est la sienne, d'accord? Qu'il avait écrit, et l'autre, ben, une de John Vandelman, parce que c'était le premier à avoir fait la théorie, enfin, avoir modélisé la théorie des jeux. Alors qu'aujourd'hui, bah, apparemment, bah, pour une thèse, en fait, vraiment, il y a une course aux citations, en fait. C'est que si tu n'as pas une centaine de citations, bah, ta thèse, elle n'est pas sérieuse, quoi. Alors que, subhanallah, tu vois, c'est ça, en fait. Euh, Ce que je voulais vous partager aussi par rapport à John Nash, bah, ouais, subhanallah, il y a d'autres choses, mais bah, peut-être une autre. Bon, Sidi Hassan, il a tellement été généreux avec nous que là, il va avoir deux cadeaux au lieu de. Non, c'est que c'était quelqu'un, subhanallah, qui était quand même connu pour son arrogance. Il était très, très arrogant. Chose qui lui a vraiment desservi. Et comme effectivement, il était à la recherche de la gloire de manière continue. Parce que déjà, bah, John Vondelman, il va lui dire. Son travail est entre guillemets trivial. C'est juste, littéralement, il va lui dire, c'est juste le théorème du point fixe, parce que voilà, enfin, si on le modélise sur une courbe, c'est vraiment très très facile en fait. C'est deux courbes en fait qui se croisent en fait. C'est deux courbes qui se croisent et finalement voilà, il va aller quand même après, il va se retrouver au MIT, et puis il va être très très arrogant ses collègues du MIT. Euh,
Mais on finira Inch'Allah, la fois prochaine parce que c'est pareil, au MIT, il va développer en fait un nouveau truc. Euh, mais son approche, elle est intéressante en tout cas. C'est l'approche du chemin tracé en fait. C'est comment est-ce que un chemin tracé par des chercheurs qui viennent avant nous, comment est-ce que nous, en fait, on fait pour finalement trouver notre propre chemin. D'accord? Et c'est ce qui va faire en fait, ce qui va être au MIT. Mais en tout cas, voilà, son arrogance va vraiment beaucoup lui desservir, et puis sa recherche de la gloire va énormément le desservir. Et c'est ce que, voilà, c'est ce qui va le mener à, entre guillemets, à cet état de schizophrénie ou cet état de bipolarité. Mais comme j'ai dit, encore une fois, vraiment, sans vouloir aller rendre ce qu'il a vu grandiose, mais en tout cas, c'est pas de la, enfin, c'est vraiment de l'ordre du subtil en fait qu'on retrouve. Donc c'est des réalités en tout cas, mais lorsque, bah, comme tout, enfin, et là c'était la conclusion Inch'Allah, du jour, c'est lorsque le rationnel finalement et même une intelligence aussi brillante que celle-là, elle est coupée de Dieu en fait, bah, elle peut vraiment mener à, à une non-maîtrise de soi qui nous dépasse en fait. Et c'est ça le aql, vraiment le aql, ce qu'on appelle le aql, en fait, de la racine aqala, il y a l'idée d'attacher, mais il y a aussi l'idée de la hauteur. D'accord? Le aql, c'est la combinaison de ces deux idées, c'est l'idée d'attacher et l'idée de la hauteur. Et le aql, en fait, il va permettre à l'âme de ne pas aller divaguer pour ne pas se perdre, parce que on utilisait notamment le iqal. Le iqal, c'était la corde, en fait, qui attachait la chamelle la nuit pour qu'elle ne parte pas se perdre la nuit, en fait. Et comme on avait dit, en fait, c'est que la monture, elle est symbolisée par, enfin, elle symbolise l'âme humaine, en fait. D'accord? Donc, cette âme humaine, on la tient par le iqal, on la tient par le aql. Mais il y a aussi l'idée de la hauteur, d'accord? C'est lorsque, par exemple, il y a certains animaux qui vont se réfugier des chasseurs ou des prédateurs dans les sommets des montagnes, d'accord? Donc, c'est préserver, en fait, sa vie par une prise de hauteur, d'accord? Et c'est ça la notion du aql, d'accord? C'est ça la notion du aql. C'est pas, voilà, parce qu'on traduit ça, oui, la raison. Et on dit, oui, la raison, il faut réfléchir, etc. Non, ça n'a rien à voir avec effectivement, il y a des notions de tadabbur, il y a des notions de tafakkur, mais le aql, en fait, ce n'est pas ça. Le aql, ça va vraiment être ce qui retient ton âme pour qu'elle n'aille pas se perdre dans la nuit, d'accord, dans la nuit des ténèbres, en fait. Vraiment, la nuit est très positive, mais elle peut vraiment s'enténébrer si on sait pas où est le campement, d'accord, si on sait plus où est notre campement. Et aussi, comme je disais, voilà, cette idée de hauteur de la montagne qui va, ou aller trouver refuge dans les hauteurs de la montagne pour ne pas être accessible aux prédateurs et aux chasseurs de manière générale. Euh, Voilà, bah, on va s'arrêter là, alhamdoulilah, mais on va peut-être, ouais, on va peut-être continuer la fois prochaine parce qu'il y a encore quelques éléments intéressants, en tout cas la vie de John Nash. Et, euh, et aussi, j'aimerais aussi discuter aussi avec vous, finalement. Un problème, bah, du coup, qui vraiment bah, travaille les économistes, en fait, parce que derrière les économistes, c'est des êtres humains. C'est que finalement, dans les équilibres de Nash, en fait, dans les équilibres de Nash, le fait qu'il y ait un chaos général, le fait qu'on ait une destruction générale du monde entier, par exemple, si on modélise la guerre, je sais pas moi, les États-Unis contre la Russie, ben, le fait qu'il y ait une destruction totale, en fait, ben, est un équilibre de Nash. D'accord? Le fait de maintenir la paix et l'équilibre de Nash, mais aussi le fait que de tout détruire, en fait, est un équilibre. Et ça travaille les économistes, en fait. Comment ça se fait que le fait qu'une destruction complète et totale est un équilibre? Euh,
voilà, c'est à discuter en tout cas, c'est à discuter. Et puis, bah, effectivement, bah, toujours se rappeler que la modélisation n'est que quelque chose qui nous aide à comprendre une partie de ce qui nous dépasse. Et l'être humain, en fait, est un être très complexe, est un être humain aussi, avec des émotions, avec des sentiments, avec des liens d'affection, etc., euh, que l'on ne peut pas modéliser. Voilà, bah, alhamdoulilah. Bah, on va s'arrêter là, Michael? Ouais. à part s'il y a Ça- une question, mais en tout cas, c'est. Ça va, Oui, ça va Alexandre, t'as être. pu suivre? Ouais, Oui, j'ai pu suivre, mais j'ai beaucoup aimé, tu sais, par rapport au terme économique sur le. Alors, j'ai oublié le terme économique, mais en gros, ce que toi, tu dis, en fait, c'est l'égoïsme. C'est oui, l'incitation l'égoïsme. individuelle. L'incitation Voilà. individuelle. Ouais. Redis, c'est comment tu dis? L'incitation individuelle. Le Ah, en plus, terme c'est économique, c'est intéressant. l'incitation. Incitation, hein, incitation. Donc voilà, je reviens par rapport à ces degrés, les degrés d'intériorité en fait chez l'homme. Est-ce que Oui, ce terme de incitation, est-ce que tu le, tu le comparerais peut-être et en fait, ce serait la question, en fait, la différence entre le shaitan et le waswas du shaitan, le principe satanique, le principe de ta'arut, de transgression, et il y a aussi le terme, le terme qarin, le qarin, en fait. ouais, Comment tu ouais. les perçois aujourd'hui sur en termes d'influence et qu'est-ce que ce serait pour toi l'incitation? Est-ce que tu le traduis est-ce que le terme économique incitation, c'est quoi après? Incitation quoi déjà? Individuel, individuel. Bah, Incitation individuelle. ouais, Est-ce que tu ou le... alors on peut dire satanique, effectivement. Ouais, d'accord. Donc toi, tu le Ouais. traduirais comme le principe, le principe satanique. Et ce serait quoi la différence entre ces différents termes, on va dire, d'intériorité, de principe, de- d'outrepassement, de le Qarin, je sais même pas trop comment le traduire. Est-ce que Ouais. t'as des éléments à partager sur ces différences dans l'intériorité d'influence? Voilà. Ouais, ma femme, elle m'a vraiment dit de finir à 21h, de rentrer à la maison à 21h. Donc, si moi-même je veux pas Je te mets me dans la retrouver panade dans là, une avec cette question. situation de difficulté, on va laisser la Non, question, non, mais Inch'Allah, vas-y, à la laisse fois pour une prochaine. prochaine fois. Laisse pour une prochaine fois, oui. Ouais, ouais, parce que l'incitation était de. Je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, voilà. C'était de l'ordre de l'obligation. Jade, on est tous dans la même casserole. Voilà. Allez, bah, barakallahu fikoum en tout cas, et bah, on continue, Inch'Allah, la semaine prochaine. Bah, alhamdoulilah, en tout cas, je pensais qu'on allait tout faire, là, c'est vrai, bah, alhamdoulilah, on va finir la semaine prochaine. Allez, bah, prenez bien soin de vous. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Michael. ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum tous. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.